Voyons pourquoi on parle beaucoup de l'hydrogène comme source d'énergie du futur, en particulier pour les transports. L'hydrogène est l'élément le plus répandu dans l'univers. Il est formé d'un proton et d'un seul électron. Mais, sur notre planète, on le trouve essentiellement combiné à d'autres atomes. Un autre atome d'hydrogène, pour former du dihydrogène, appelé hydrogène par abus de langage. Associé à de l'oxygène, il forme la molécule d'eau. Par association avec des atomes de carbone, il forme les composés organiques, base de la matière organique, et des hydrocarbures. Le paradoxe du dihydrogène réside dans le fait que le dihydrogène possède une très grande densité énergétique. Ainsi, 1 kg de dihydrogène contient autant d'énergie que 3 kg de pétrole. Mais par contre, sa densité volumétrique est très faible. À 700 bars, ce qui est une pression très élevée, il faut 7 litres de dihydrogène gazeux pour avoir autant d'énergie que 1 litre d'essence. Il ne faut que 4 litres d'hydrogène liquide, sans le problème de pression, mais dont la température doit être maintenue à moins 253 degrés Celsius. Aujourd'hui, l'hydrogène est un gaz industriel utilisé à 60% dans les procédés de raffinage pétrolier, à 25% pour fabriquer des engrais ou de l'ammoniac, à 10% en chimie, à 1% en métallurgie et à 4% dans les autres domaines, dont le transport. On parle des couleurs du dihydrogène: noir, gris, brun, bleu, turquoise, jaune, rose, vert, orange et blanc. Mais c'est toujours le même gaz. Seul change la source et la méthode de production. Il est actuellement obtenu par 2 types de procédés industriels qui nécessitent un apport d'énergie. Le craquage de molécules carbonées complexes à partir de charbon ou de méthane, c'est l'hydrogène dit noir ou gris. Ces procédés sont les moins coûteux, mais rejettent de 10 à 12 tonnes environ de CO2 par tonne d'hydrogène produit. On peut associer une solution de captage, stockage, valorisation du dioxyde de carbone pour réduire l'impact environnemental. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène bleu ou turquoise. Mais cet hydrogène reste très gourmand en énergie. L'hydrogène peut également être produit par électrolyse de l'eau en utilisant soit de l'électricité produite par des énergies renouvelables, on parle d'hydrogène vert, soit d'électricité produite par des centrales nucléaires, on parle d'hydrogène rose ou jaune. Ces filières dites bas carbone sont techniquement viables, mais plus coûteuses, et ne représentent que 1% des volumes produits. De plus, la fabrication d'1 kg d'hydrogène vert nécessite de l'ordre de 55 kWh d'électricité et d'au moins 10 litres d'eau. Dans le cadre de la transition énergétique, la solution de rupture pourrait être le recours à l'hydrogène natif, dit blanc, comme va nous l'expliquer Isabelle Moretti, chercheuse à l'université de Pau. Il y a de l'hydrogène qui est manufacturé, dont vous venez d'entendre parler, et puis il y a l'hydrogène que la Terre va former par elle-même, donc c'est ça qu'on appelle l'hydrogène naturel. Bon, il y a des gens qui disent blanc aussi, et il se forme parce que l'eau, comme vous le savez, c'est H2O. Et si on casse la molécule d'eau, on va libérer l'hydrogène, et puis l'oxygène va servir à autre chose. Donc il y a 2 types de réactions qui peuvent casser la molécule d'eau. Les réactions d'oxydoréduction, donc on va oxyder quelque chose qui est riche en fer et réduire l'eau, et l'hydrogène s'échappe. L'autre façon, c'est la radiolyse, donc la radioactivité naturelle des roches. Pour peu qu'à ce moment-là, il y ait de l'eau qui passe à proximité, ça va aussi casser la molécule d'eau. Et ensuite, l'hydrogène, une fois qu'il est libéré de son oxygène, il va commencer à se déplacer dans le sous-sol. Et ces réactions se passent tous les jours depuis le début de la planète. Donc les roches qui sont riches en fer, qui vont pouvoir s'oxyder, c'est les roches qui sont au milieu des océans. À ce moment-là, il arrive du matériel chaud des profondeurs qui n'a jamais vu d'oxygène et qui donc à ce moment-là va s'oxyder et réduire l'eau.
Les mêmes roches, elles peuvent être reprises en compression, on les trouve dans les chaînes de montagne ou proches de la surface dans les chaînes de montagne, et c'est ce qui se passe dans les Pyrénées. Après, on a aussi d'autres roches de type sédimentaire riches en fer, et ça c'est ce qu'on trouve en Australie, au Mali, en Afrique du Sud, au Brésil, où il y a aussi actuellement une exploration très active de l'hydrogène naturel. Alors, le problème de l'accumulation versus le flux se pose de façon assez importante parce que la réaction, elle est rapide. Ce qu'on voit par exemple dans les systèmes géothermaux, comme en Islande, à l'Ardérello, il y a beaucoup d'hydrogène. Et la réaction, quand on essaye de la reprendre en laboratoire, en quelques jours ou quelques semaines, on va faire de l'hydrogène. Donc on peut avoir des accumulations, c'est-à-dire de l'hydrogène qui pendant des milliers d'années, des millions d'années s'est généré et s'est accumulé. Donc selon les endroits, on va avoir un flux d'hydrogène ou une accumulation d'hydrogène. Ça dépend aussi évidemment de la qualité de la roche qui va arrêter l'hydrogène ou ralentir l'hydrogène. C'est du sel par exemple, il peut l'arrêter pendant des millions d'années. D'autres types de roches peut-être ne font que le ralentir et dans ces cas-là, on est plutôt sur du flux. De l'hydrogène naturel a été trouvé dans plusieurs régions françaises. Par exemple, à Vaux-en-Bugey, dans l'Ain, en 1906. Le gaz produit entre 1924 et 1961 contenait jusqu'à 6% d'hydrogène. À Wittelsheim, en Alsace, les gaz issus des potasses peuvent avoir des teneurs supérieures à 50%. À Buis-les-Baronnies, Thiogo et Solor-en-Diois, dans la Drôme, les émanations de gaz contiennent de 5 à 14% d'hydrogène. Dans le Cotentin, les fossés Rénan et Bressan, les émanations gazeuses contiennent de l'ordre du millier de ppm d'hydrogène. Enfin, des flux ont été mesurés sur le versant nord de la chaîne des Pyrénées. Ces indices font l'objet d'une campagne de mesures systématiques dans le sol au sud de Pau. Nous, on est étudiant en 3e année de licence à l'UBPA et on est dans une campagne de 1 mois qui a pour but de cartographier les émanations les plus fortes d'hydrogène tout aux alentours de la commune de Rébénac. Donc on fore des trous de 1 mètre pour ensuite enfoncer une canule et mesurer les émanations d'hydrogène. Et le but c'est de réaliser à la fin une carte avec des isogrades d'émanations d'hydrogène. Le background était absolument pas bon dans ce pitch. Là on fait une sacrée mesure, parce que 514, on a plus de 500. On va rajouter un petit point. Pour comprendre l'origine de ces flux d'hydrogène, déplaçons-nous sur le plateau du Bénoux, situé entre la vallée d'Ossau et le col de Marie-Blanque. On distingue 3 ensembles morphologiques. Au sud, les reliefs de la zone axiale. C'est le socle paléozoïque surmonté par des formations du Crétacé. Au nord, le chaînon du Maïdarouille, armé par les calcaires jurassiques. Entre les deux, une dépression où affleure le Trias et un monticule dégagé par l'érosion, le Turonne de Latécoère, formé d'une roche sombre litée. Il s'agit d'une lherzolite, roche de la famille des péridotites, qui sont des roches rares à la surface de la Terre, car d'origine profonde dans le manteau supérieur. Il existe le long du flanc nord de la zone axiale pyrénéenne une quarantaine de pointements de lherzolite. Cet alignement est à l'aplomb d'un amincissement très important de la croûte continentale, d'où une remontée des lherzolites du manteau supérieur. Ces roches, riches en fer, situées à des profondeurs relativement faibles, sont certainement à l'origine des flux d'hydrogène mesurés en surface, d'où l'intérêt de plusieurs sociétés pour ces zones, et en particulier pour le bassin de Mauléon. Ce bassin sédimentaire est caractérisé par des anomalies gravimétriques positives indiquant la présence de roches denses du manteau à une profondeur de 8 à 10 km, c'est-à-dire dans une position favorable à leur altération et à la production d'hydrogène. Les eaux météoritiques s'infiltrent dans le sous-sol à la faveur de failles. Elles
elles atteignent les péridotites, provoquant leur altération et la formation d'hydrogène qui soit migre vers la surface, soit est bloqué localement sous la formation salifère imperméable du Trias et peut s'accumuler. Actuellement, près de 120 millions de tonnes d'hydrogène sont produites dans le monde et 900 000 tonnes en France. De nombreux pays, dont la France, investissent dans des filières industrielles hydrogène. En mai 2024, une usine de piles à combustible a été implantée près de Bordeaux. Au Mali, une accumulation d'hydrogène natif, découverte en forant un puits d'eau, a fait l'objet d'une microproduction à l'échelle d'un village. En 2021, Paris a accueilli le premier congrès mondial sur l'hydrogène natif. Sont lancés les projets Earth 2, portés par le Pôle Avenia, H2NA, soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, et Hydrogem, sous l'égide du CNRS. En 2022, le Code minier français intègre l'hydrogène naturel à la liste des ressources minières. En 2023, le premier permis exclusif de recherche d'hydrogène a été attribué à la société TBH2 dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Et des demandes de permis ont été faites dans les zones de Grand Rieu et de Marensin par 45.8 Énergie et Storengy. En conclusion, l'hydrogène est très abondant sur Terre, particulièrement énergétique par unité de poids, incolore, inodore, non toxique et non corrosif. C'est une solution possible pour décarboner les transports. Son stockage offre une complémentarité à la production intermittente des énergies renouvelables. Enfin, la confirmation de ressources d'hydrogène naturelles en ferait une nouvelle énergie primaire, renouvelable et décarbonée. Cependant, l'hydrogène est très peu énergétique par unité de volume. L'hydrogène naturel est le plus souvent diffus dans le sous-sol, donc difficilement exploitable. L'hydrogène manufacturé nécessite un apport important d'énergie et les procédés actuels de production dégagent beaucoup de CO2. L'essor des hydrogènes bas carbone et natifs passe par des actions de recherche importantes pour faire sauter les verrous scientifiques et technologiques.